Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Recchi, coach professionnel spécialisée sur les questions de souffrance au travail et de burn-out. Je vous retrouve ici pour vous raconter la suite de l'histoire de Bruno. Vous vous rappelez ? Bruno qui a été quitté par son épouse, qui s'est mise avec une femme et avec lequel Emmanuel commence une thérapie parce qu'il souffre de voir ses filles souffrir. Reprenons là où nous en étions restés. Emmanuel démarre sa proposition de 180 degrés. Je vais vous proposer des choses à faire pour que vous et vos filles vous sentiez mieux rapidement. Par contre, ça va être très compliqué et peut-être est-ce trop tôt, vous me direz. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il est urgent pour vous que la situation soit plus sereine. Ce qui montre d'ailleurs l'amour paternel qui est le vôtre. J'ai donc envie de vous proposer d'agir rapidement, mais je vous le redis, ça va vous demander beaucoup d'efforts, et comme vous êtes logiquement épuisé émotionnellement et physiquement, je veux être sûre de ne pas vous brusquer. Qu'en pensez-vous ? Je vous écoute, je suis venue chercher des clés pour le bien de mes filles, et uniquement pour ça. Vous savez Bruno, nous recevons beaucoup d'enfants dont les parents se séparent ou se sont séparés et je dirais que ce qui ressort de façon quasi systématique, ce sont deux types de souffrances chez eux. Celle liée au divorce lui-même, à la peine que leur fait le chagrin d'un des parents ou des deux, le stress lié au déménagement, le fait de s'habituer à ne voir chacun que partiellement, etc., etc. Ça, c'est une douleur qui s'apaise progressivement sans jamais totalement disparaître au fur et à mesure que le parent malheureux se remet, que les nouveaux repères sont élaborés, testés, validés. L'enfant a en quelque sorte une prise sur le processus de réorganisation de sa vie. La seconde, c'est celle qui est liée à ce qu'ils perçoivent ou entendent de négatif sur chacun de leurs parents, de la part de l'autre, ou de la famille de l'autre. Celle-ci, c'est une peine très violente aussi. Car s'il est une émotion universellement partagée, c'est la peine que l'on ressent à entendre dire du mal d'une personne qui nous est très chère par une autre personne qui nous est très chère. Cela génère ce qu'on appelle un conflit de loyauté, mais c'est en plus un sujet sur lequel l'enfant n'a pas de prise, ou plus exactement, souvent il se rend compte très douloureusement que plus il tente de faire cesser les propos en question, moins cela fonctionne. Il y a évidemment double peine quand les deux parents ne peuvent pas s'empêcher de dire du mal de l'autre. Certains enfants n'osent rien dire et souffrent en silence. D'autres, au contraire, se rebellent de façon assez violente en stoppant toute relation avec l'un des parents. D'autres encore, comme Lola, choisissent l'énurésie ou des symptomatologies approchantes, et les derniers essaient de bloquer les propos blessants ou de faire en sorte qu'ils n'adviennent pas en parlant le moins possible de ce qui se passe chez l'autre. C'est ce que fait Carla. En vain, ce qui ajoute à leur mal-être. Alors, vous ne pouvez pas, c'est parfaitement normal, vous forcer à ne pas penser du mal de votre ex-épouse et de ses comportements. Vous pouvez simplement dans un premier temps y consacrer volontairement une demi-heure par jour et être pendant cette demi-heure le plus en colère possible. Exprimez cela dans un moment et un lieu qui ne font pas mal à vos filles puisque c'est votre objectif, pour éviter que cela ne ressorte en leur présence. En faisant en quelque sorte la liste de toutes les raisons que vous avez de trouver cette situation insupportable et injuste, votre femme irresponsable et égoïste, sa nouvelle compagne immorale et dangereuse, vous pouvez frapper dans un coussin si vous voulez, vous pouvez hurler, vous pouvez vous arracher les cheveux, vous pouvez pleurer aussi. Et en parallèle, en dehors de cet exercice, je vous propose de réfléchir au fait que chaque fois que vous dites ou vous laissez entendre quelque chose de négatif sur leur mère devant vos filles, vous les rendez plus malheureuses encore. J'ajoute que vous devez considérer à ce titre comme infiniment dangereuse toute question concernant la vie de votre ex-épouse, car ce sont ces questions qui font se refermer vos filles sur elles-mêmes, ce qui vous pousse conséquemment, bien malgré vous, à dire tout le mal que vous pensez de leur mère et de la situation. Ça, c'est le premier exercice que je vous propose. Il présente le double avantage d'accueillir correctement une fois par jour tout ce qui vous fait souffrir, vous, dans cette situation, et qui va rendre, je vous le promets, les moments avec vos filles beaucoup moins tendus. Je sens bien que vous avez raison, mais je trouve ça tellement injuste. Ouais, mais nous devons laisser une place aussi à l'expression de ce terrible sentiment d'injustice, en plus de tous les autres. À la seconde séance, après une semaine que Bruno a passée avec ses filles, il revient. La semaine s'est plutôt bien passée grâce à vous, je dois dire.
Je vous remercie, mais c'est vous l'unique et seul acteur de ce changement. Racontez-moi. Je n'ai posé aucune question sur la semaine précédente. Je n'ai pas parlé de leur mère. Et j'avais commencé l'exercice des émotions la semaine précédente. Les coussins de mon salon s'en souviennent. Donc c'était moins difficile. Il n'y a pas eu de moment vraiment compliqué. Personne n'a pleuré. Nous avons plutôt passé des bons moments, tous les trois. Mais ce n'est pas totalement réglé selon vous, n'est-ce pas, dit Emmanuel. Non, mais j'ai l'impression que toute une partie de leur vie m'échappe. J'ai très peur de ce qui peut se passer chez leur mère si jamais je ne contrôle pas ça. J'ai l'impression d'être totalement démissionnaire. Et j'ai peur qu'elle s'attache à cette dame dont je vous ai parlé. Parce que j'ai entendu Carla dire à sa petite sœur dans le bain qu'elle espérait la voir ce week-end. Et Lola a dit qu'elle aussi, mais que ça lui faisait mal au ventre d'y penser parce que ça me rendait pas content. J'ai l'impression qu'elle l'aime bien, en fait. Et c'est horrible parce que je sais pas quoi penser de ça. Bon, imaginons 2 petits veaux, propose Emmanuel. Quoi? Pardon. Je suis certaine que vos filles sont 1000 fois plus jolies que les plus adorables des petits veaux. Mais imaginons que ces 2 petits veaux soient élevés alternativement dans 2 prés distincts. Celui de gauche est très bien entretenu, il y pousse grâce à l'éleveur, une herbe grasse et parfumée, de l'eau fraîche à disposition, en permanence, et surtout, une barrière interdit l'entrée à toute personne étrangère qui pourrait stresser les 2 petits veaux. L'éleveur leur brosse le poil et leur nettoie les sabots très régulièrement. Dans l'autre pré d'à côté, il n'en va pas de même et cela inquiète terriblement le premier éleveur. Il voit notamment que le pré est ouvert et grand et que n'importe qui peut y entrer, en plus du fait que l'herbe y soit moins grasse et l'hygiène beaucoup moins rigoureuse. Et de loin en loin, il lui semble bien voir quelqu'un y rentrer et qui ose caresser ses 2 petits veaux, alors même que toute sa physionomie ne lui dit rien qui vaille. Alors, fort logiquement, il invective. Il invective le deuxième éleveur parce que c'est lui le responsable quand même. Il le somme de changer de comportement, le supplie de modifier sa façon de faire pour fermer cette barrière et éloigner cet étranger. Mais ça ne sert à rien. L'autre ne l'écoute pas. Alors le premier éleveur s'époumonne, crie qu'il va aller chercher le juge pour que les 2 veaux n'aillent plus dans le second pré où ils rencontreront n'importe qui, mais trop tard, il s'aperçoit que ces cris ont fait fuir les 2 veaux qui sont allés se réfugier dans le pré sans barrière. Ils ne veulent plus revenir, car ils se sont réfugiés auprès de l'autre éleveur et de la personne étrangère. Pendant quelques secondes, Bruno pleure en silence. Puis il demande à Emmanuel à travers ses larmes, « Il faut que je me concentre sur mon pré, c'est ça ?» Emmanuel lui répond doucement, « Oui, parce que vous êtes un excellent éleveur, Bruno. Vous pourriez dire à vos filles, « Je suis désolée, j'étais très en colère et très triste à cause de la séparation avec maman. Du coup, toutes les 2, vous vous êtes dit que vous ne deviez pas me parler de ce qui se passait chez elle, pour ne pas me rendre encore plus en colère ou encore plus triste. Vous avez très bien analysé les choses et c'est très gentil à vous d'essayer de faire en sorte que je me sente moins mal, mais je vais mieux maintenant, et je suis prêt sans m'énerver, ni contre vous, ni contre maman, à ce que vous me parliez de tout, même de sa nouvelle compagne. Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que je suis encore un peu en colère et triste que vous n'avez pas le droit d'aimer Aurore. Je vous propose simplement d'y réfléchir pour l'instant, et vous le leur direz quand vous serez prêts. » Je ne sais pas vous, mais moi, en vous racontant l'histoire, ce qui me frappe, c'est comment des mots bien posés, avec douceur, sans jugement, peuvent permettre de reconsidérer une situation, reconsidérer ce qu'on fait avec une bonne intention, pour finalement produire le contraire. On se retrouve tout de suite avec Emmanuel pour revisiter cette histoire et comprendre à la fois ce qui tordait Bruno et ses filles, et ensuite voir comment on fait quand on se retrouve dans des situations comme celle-là, dont on n'arrive pas à se dépêtrer. À tout de suite pour le décryptage. Au revoir.